мною принято решение о проведении специальной военной операции. À l'heure où je parle, 3 ans plus tard, la Russie contrôle près de 20% du territoire ukrainien. La guerre a fait des centaines de milliers de morts, sans même compter les blessés. Mais pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut se replonger au 9e siècle, dans la Rousse de Kiev. Cette principauté a été fondée par les Varegs, des guerriers marchands venus de Scandinavie, autrement dit, c'étaient des Vikings. La Rousse était l'état le plus vaste de l'Europe du Moyen-Âge qui avait été unifié grâce au christianisme orthodoxe. C'est l'ancêtre historique de l'Ukraine, de la Russie et de la Biélorussie. D'ailleurs, le nom Ukraina, qui donnera Ukraine, apparaît à cette époque au XIIe siècle. Cela veut dire littéralement région frontalière. Cet espace est composé de steppes avec une frontière mouvante puisqu'elles sont souvent victimes des attaques des peuples slaves voisins. La Rousse va durer 4 siècles avant de disparaître au XIIIe siècle avec les invasions mongoles. Cette disparition de la Rousse de Kiev va profiter à la ville de Moscou qui deviendra alors la principale ville de la région. Elle va devenir l'héritière de la Rousse de Kiev. 400 ans plus tard, au XVIIe siècle, tout un territoire autour de Kiev va être gouverné par un état cosaque, l'Hetmana. Les Cosaques sont un peuple de guerriers nomades qui vivent de la chasse et du pillage. Ils sont orthodoxes et sont issus d'un mélange de peuples, des peuples slaves, turcs et mongols. L'Hetmana est doté d'une administration indépendante et de son propre chef. Certains historiens voient dans cet État indépendant l'ancêtre de l'Ukraine. Mais plusieurs historiens russes contestent cette version. Et en effet, en 1654, l'Hetmana avait demandé l'aide de la Russie pour protéger ses frontières contre la Pologne, à l'ouest du pays. En échange, il était officiellement devenu un vassal de l'Empire russe. L'Hetmana se soumet donc à l'empereur russe et ses soldats lui prêtent un serment de loyauté. Au XVIIIe siècle, l'Hetmana disparaît. Il est définitivement rattaché à l'Empire russe. Des populations russes viennent s'installer dans cette région qu'elles appellent déjà l'Ukraine. Elles viennent vivre sur la rive nord de la mer Noire, sur un espace allant du Donbass à Odessa en passant par la Crimée, ce qui provoque une russification du territoire. Mais un siècle plus tard, en 1917, lors de la révolution bolchevique qui fait chuter le tsar, l'Ukraine proclame son indépendance. Les communistes bolcheviques s'opposaient à cette décision et commence alors une très sanglante guerre civile entre les communistes qui s'opposent à l'indépendance et les indépendantistes ukrainiens. Les communistes gagnent et en 1922, l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques, est créée. Il s'agit d'une sorte de fédération censée regrouper plusieurs États indépendants comme la Russie, l'Ukraine et la Biélorussie. Mais la réalité est tout autre, le pouvoir central est à Moscou et toutes les républiques socialistes obéissent aux ordres du comité central du Parti communiste situé donc à Moscou. L'Ukraine n'aura été indépendante que pendant 4 ans. 10 ans plus tard, au début des années 30, beaucoup de paysans sur le territoire ukrainien refusent le communisme et ne veulent pas céder leurs parcelles de terre aux autorités. En réaction, Staline, alors président de l'URSS, organise une gigantesque famine. Il fait réquisitionner le grain et force les paysans affamés à rester dans leur village. 5 millions de personnes vont mourir de faim alors que l'Ukraine était l'un des plus grands producteurs de blé du monde, comme aujourd'hui. Il s'agit de l'épisode le plus tragique de l'histoire ukrainienne qu'on appelle l'Holodomor. Aujourd'hui, l'Holodomor a été reconnu comme un crime contre l'humanité par le Parlement européen. Au début de la Seconde Guerre mondiale, l'URSS et l'Allemagne sont alliés. Rapidement, la Pologne capitule et son territoire est partagé. L'URSS récupère la Galicie orientale, ce qui va agrandir le territoire ukrainien vers l'ouest. Mais en 1941, les nazis rompent leur alliance avec l'URSS, ce fameux pacte germano-soviétique. Ils marchent vers Moscou et envahissent l'Ukraine, c'est l'opération Barbarossa. Après des années de violente oppression soviétique, beaucoup d'Ukrainiens vont accueillir les nazis en libérateurs. Les nationalistes ukrainiens en profitent pour essayer de prendre le pouvoir et ainsi obtenir l'indépendance de l'Ukraine vis-à-vis de l'URSS. Plusieurs d'entre eux collaborent avec les nazis, comme le leader nationaliste Stepan Bandera, qui va participer au massacre des Juifs en Ukraine. Cela explique pourquoi la propagande russe parle de dénazifier l'Ukraine au moment de l'invasion de 2022. Mais l'URSS gagne face à l'Allemagne et garde l'Ukraine dans ses frontières. 13 ans plus tard, en 1954, le dirigeant de l'URSS de l'époque, Nikita Khrouchtchev, agrandit encore le territoire ukrainien en l'unifiant cette fois-ci avec la presqu'île de Crimée. En 1990, l'URSS, cet énorme bloc communiste, est en mauvaise posture. Il est en faillite économique et n'arrive plus à contrôler l'immensité de son territoire. Les pays baltes prennent leur indépendance et Gorbatchev, le dirigeant de l'époque,
se doute que l'Ukraine va suivre. S'il n'a plus la main totale sur ces pays, il veut néanmoins éviter qu'ils se rapprochent des États-Unis, le rival historique de Moscou. Le but est de sécuriser les nouvelles frontières russes et que les anciennes républiques de l'URSS ne deviennent pas des pays ennemis. La même année, le secrétaire général de l'OTAN, Marcel Wörner, promet alors à Gorbatchev que l'alliance dirigée par les Américains ne s'étendra pas au-delà des frontières de l'Allemagne. Rappelons que l'OTAN, c'est cette alliance militaire de plusieurs pays dominée par l'armée américaine. Quand un pays est membre de l'OTAN, c'est qu'il fait alliance avec les États-Unis et peut bénéficier de leurs missiles, de leurs services de renseignement et de leur puissant soutien militaire. En 1991, l'URSS tombe. Un référendum est organisé par les autorités ukrainiennes pour décider de l'avenir de l'Ukraine et plus de 90% de la population vote pour l'indépendance. En décembre 1991, l'Ukraine redevient officiellement indépendante. En 1994, la Russie s'engage, dans un traité, à respecter l'intégrité des frontières de l'Ukraine. En échange, l'Ukraine accepte de retourner à la Russie les armes nucléaires qui avaient été stockées par l'URSS sur le territoire ukrainien qu'elle avait alors en sa possession. Le but est d'empêcher que l'Ukraine devienne une puissance nucléaire potentiellement dangereuse pour la Russie. C'est le protocole de Budapest. 3 ans plus tard, en 1997, la Russie et l'Ukraine concluent un nouvel accord. Il s'agit cette fois d'un traité d'amitié. La Russie reconnaît que la Crimée appartient à l'Ukraine et en échange, l'Ukraine permet à la marine russe de s'installer dans le port de Sébastopol. Ce port en Crimée est un endroit très stratégique pour les Russes car cela leur ouvre un accès commercial à la mer Noire et aux routes commerciales qui vont vers l'Europe du Sud, l'Afrique et le Moyen-Orient. Ce traité permet aussi aux Russes et aux Ukrainiens de se mettre d'accord sur la fourniture de gaz. La Russie accepte les retards de paiement que pouvait avoir Kiev sur le gaz qu'elle lui fournit car l'Ukraine assure l'acheminement de ce gaz vers l'Europe via ses gazoducs, ce qui représentait un enjeu très important pour la Russie. Mais 7 ans plus tard, en 2004, la révolution orange éclate à Kiev. L'Ukraine organise une élection présidentielle opposant Viktor Yushchenko, candidat pro-européen, à Viktor Yanukovych, candidat pro-russe soutenu par Vladimir Poutine. Les résultats officiels donnent Yanukovych vainqueur, mais des observateurs internationaux et des ONG ukrainiennes dénoncent des fraudes électorales massives, bourrage d'urnes, pression sur les électeurs, manipulation de la commission électorale. En réponse, des centaines de milliers de manifestants descendent dans les rues de Kiev. Ils sont vêtus d'orange, la couleur de campagne de Yushchenko. Sous la pression de ces manifestations non violentes et après des négociations avec l'Europe, la Cour suprême annule les élections et reconduit le scrutin. Cette fois, Yushchenko l'emporte avec 52% des voix. La révolution orange symbolise à l'époque la volonté d'une grande partie des Ukrainiens de se rapprocher de l'Europe et de l'Occident en général. Face à cette situation, Vladimir Poutine commence à s'inquiéter. Il a peur que l'Ukraine finisse par rentrer elle aussi dans l'OTAN. En 2007, dans un discours à Munich, il dénonce la progression de l'OTAN à l'est de l'Europe et donc l'installation progressive de bases militaires américaines proches de ses frontières. William Burns, le chef de la CIA et ancien ambassadeur à Moscou, explique que pour toutes les élites russes, l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN a toujours été la principale ligne rouge à ne pas franchir pour conserver la paix entre les deux pays. Dès 2008, le président ukrainien, Viktor Yushchenko, commence à négocier avec l'OTAN pour que l'Ukraine devienne un membre de cette alliance. L'OTAN refuse que ça arrive dans l'immédiat, mais promet que l'Ukraine deviendra un membre de l'OTAN à l'avenir, sans donner de date précise. La situation se calme un peu, car 2 ans après, en 2010, le candidat Viktor Yanukovych est élu. Oui, c'est le candidat soutenu par la Russie qui avait été accusé de fraude et avait fini par perdre les élections organisées en 2004. Cette fois, il gagne les élections présidentielles sans triche et l'Europe reconnaît qu'il a été élu dans une démonstration impressionnante de démocratie. Yanukovych obtient la victoire sur la base de ce qu'on appelle un programme de neutralité de l'Ukraine. Cette neutralité signifiait que l'Ukraine s'engageait à ne pas entrer dans l'OTAN. La Russie est rassurée par ce statut de neutralité de l'Ukraine et à ce moment-là, la Russie ne revendique ni la Crimée, ni le Donbass. Une fois élu en 2010, Yanukovych a pris des mesures très contestées contre des ennemis politiques comme par exemple avec Julia Tymoshenko, incarcérée en 2012 pour avoir signé des contrats jugés défavorables à l'Ukraine lorsqu'elle était Premier ministre. Quant aux relations internationales, Yanukovych avait promis de poursuivre une politique visant à maintenir de bonnes relations à la fois avec l'UE et à la fois avec la Russie. Mais en novembre 2013, la Russie met la pression sur Kiev pour que le gouvernement ukrainien suspende son accord avec l'Union européenne et Yanukovych cède. Des manifestations de masse se déclenchent alors contre Yanukovych. C'est ce qu'on appelle l'Euromaïdan, parce que les manifestations ont lieu place Maïdan à Kiev.
C'est là que les États-Unis entrent en jeu. C'est ce qu'explique Jeffrey Sachs, un économiste américain qui a été l'un des conseillers économiques de Gorbatchev dans un discours au Parlement européen le 19 février dernier. Il rappelle que les États-Unis ont voulu déstabiliser le président ukrainien en place. De récentes révélations montrent que l'USAID, l'agence d'aide américaine, a dépensé des milliards de dollars en Ukraine et a donné de l'argent à de nombreux médias ukrainiens pro-occidentaux. Les Américains auraient aussi soutenu les manifestations qui ont commencé en 2013 contre Yanukovych et les révélations de Wikileaks vont dans ce sens. Wikileaks est une ONG qui s'occupe de publier des documents secrets grâce à des sources anonymes. Elle a dévoilé l'enregistrement d'un appel téléphonique entre des hauts responsables de la diplomatie américaine pour remplacer le président Yanukovych par un pouvoir pro-occidental. Les manifestations contre Yanukovych sont devenues de plus en plus violentes et se sont achevées avec de nombreux morts. Un rapport de la Cour internationale de justice accuse les autorités ukrainiennes d'avoir fortement encouragé les violences, provoquant plusieurs morts et blessés. Mais c'est plus complexe que ça, car dans une enquête de Monitor, une émission de la télévision allemande, a montré qu'il y avait deux groupes de tireurs lors des affrontements. Ces groupes semblaient obéir à des ordres différents. Des enregistrements audio ont prouvé que les tireurs du gouvernement se sont étonnés de voir que des manifestants désarmés étaient abattus. Face à ces débordements, le Parlement ukrainien vote la destitution du président et Yanukovych doit fuir et se réfugier en Russie en février 2014. Un mois plus tard, la Russie, très inquiète de ce qui se passe en Ukraine, récupère la Crimée suite à l'organisation d'un référendum non reconnu par la communauté internationale. Peu avant ce référendum, Vladimir Poutine avait affirmé que les troupes russes n'étaient pas intervenues en Crimée. Mais en réalité, il a confirmé ensuite l'envoi de milliers de soldats russes sans uniforme qui se sont déployés sur la presqu'île. Sous la pression, le gouvernement régional de Crimée a fait voter un référendum de rattachement à la Russie après une victoire écrasante des pro-russes. Après le rattachement de la Crimée à la Russie, les provinces de Donetsk et de Louhansk, situées dans la région du Donbass, se sont autoproclamées républiques autonomes, indépendantes du gouvernement ukrainien, ce qui a déclenché une guerre avec Kiev. La même année, ces soldats russes sans uniforme, que les Ukrainiens appellent les petits hommes verts, sont aussi intervenus pour lutter avec les indépendantistes qui se battaient au sud-est de l'Ukraine, à la frontière avec la Russie. Beaucoup d'habitants du Donbass sont d'origine russe et ils se sentaient toujours très proches de la Russie, même après l'indépendance de l'Ukraine. Mais en 2014, Kiev a supprimé une loi qui reconnaissait le russe comme langue régionale. On a aussi voulu effacer les traces de l'histoire soviétique en déboulonnant des statues et en rebaptisant des rues. Une partie de la population russophone a vécu cela comme une politique de discrimination. Assez vite, entre septembre 2014 et février 2015, des négociations ont lieu pour trouver un accord entre les indépendantistes pro-russes et l'armée ukrainienne. Kiev promet d'accorder une autonomie aux habitants du Donbass en échange de la paix. C'est ce qu'on appelle les accords de Minsk. Les Russes et les Ukrainiens s'accusent mutuellement de ne pas avoir respecté ces accords et d'avoir continué comme avant. Kiev, de son côté, aurait continué la guerre sans accorder l'autonomie souhaitée aux habitants du Donbass, et Moscou, du sien, aurait continué d'alimenter le conflit en maintenant son soutien aux indépendantistes pro-russes. En avril 2023, François Hollande, qui était président au moment des accords, a expliqué que les accords de Minsk n'étaient pas faits pour être appliqués, mais pour donner le temps de se réarmer à l'Ukraine. Il y avait l'idée que c'était Poutine qui avait voulu gagner du temps. Non, c'est nous qui voulions gagner du temps pour permettre à l'Ukraine de se rétablir, de renforcer ses moyens militaires. À partir de 2014, l'Ukraine se rapproche de plus en plus de l'Occident et en particulier de l'OTAN. Il y a plusieurs exercices militaires de l'OTAN avec l'Ukraine, ce qui permet au pays d'aguerrir ses troupes et de moderniser son armée. Les États-Unis ont même commencé à vendre des armes à Kiev et ont financé des bases militaires ukrainiennes à proximité de la frontière russe. Cela a été vécu comme une provocation par la Russie. En 2019, Alexei Arestovitch, l'ancien conseiller du président ukrainien Zelensky, expliquait que la guerre face à Moscou était inévitable étant donné que l'Ukraine voulait être indépendante de la Russie. Il explique que l'Ukraine n'avait pas d'autre choix que d'abandonner le programme de neutralité, qu'elle avait besoin d'alliés forts, sinon elle serait forcément retombée sous la tutelle de la Russie, comme l'est la Biélorussie aujourd'hui. Pour lui, l'indépendance de l'Ukraine ne pouvait pas se faire sans un rapprochement avec l'OTAN. L'Ukraine représente 40 millions de personnes et possède également des ressources stratégiques, donc son rattachement au bloc occidental ou à la Russie viendrait renforcer la puissance de tel ou tel bloc. En 2021, les Russes commencent à envoyer des troupes devant la frontière ukrainienne. Jeffrey Sachs raconte avoir prévenu Antony Blinken, l'ancien chef de la diplomatie américaine, « Si vous ne garantissez pas que l'Ukraine n'entrera jamais dans l'OTAN, une guerre va éclater ». Il fait le parallèle avec les États-Unis. If China or Russia decided to have a military base on the Rio Grande or in the Canadian border, not only would the United States freak out, we'd have war within about 10 minutes. Blinken lui aurait répondu « Il n'y aura pas de guerre entre la Russie et l'Ukraine ». Mais quelques mois plus tard, le 24 février 2022, c'est l'invasion.
La Russie la justifie comme une intervention nécessaire pour protéger des populations russophones de la région du Donbass. Mais quelques jours après l'invasion, le président biélorusse, allié de Moscou, dévoile une carte montrant que l'invasion russe visait toute l'Ukraine et même la Moldavie. Selon plusieurs analystes, Poutine voudrait reconstruire l'Empire russe tel qu'il existait au XVIIIe siècle avec la Novorossia, cette terre du sud de l'Ukraine qui avait été conquise par l'impératrice Catherine II. De fait, au début de l'invasion, les forces russes sont même arrivées jusqu'aux portes de Kiev, ce qui veut dire qu'ils sont allés encore plus loin que la Novorossia. Aujourd'hui, les régions de la Crimée et du Donbass, ainsi qu'une partie importante des provinces de Kherson et de Zaporizhia, sont occupées par les Russes. Des négociations sont en cours pour trouver un accord de paix et mettre fin à ce conflit dévastateur. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a rappelé le 28 avril dernier les deux conditions de la Russie pour un, je cite, « règlement définitif de la crise ukrainienne ». D'abord, la non-adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, et ensuite la reconnaissance internationale de l'annexion de la Crimée et des autres territoires ukrainiens occupés. Quant à Zelensky, il demande à la Russie le rétablissement de l'intégrité territoriale de son pays et des garanties de sécurité à ses alliés. Certains pensaient qu'avec l'élection de Donald Trump, l'Ukraine ne pourrait plus compter sur le soutien des Américains, mais le 30 avril dernier, Trump et Zelensky ont conclu un accord sur l'exploitation des ressources minières de l'Ukraine. Cet accord confère un avantage très stratégique pour les Américains, et d'ailleurs ce n'est pas le seul gain pour l'Amérique depuis le début de la guerre. Ils ont aussi trouvé de nouveaux acheteurs pour leur gaz, l'Europe, et celui-ci nous coûte plus cher que le gaz russe. Alors maintenant, quel bilan tirer de tout cela? Il est clair que l'indépendance de l'Ukraine n'a jamais plu à Vladimir Poutine, pour qui la perte des frontières de l'URSS a été la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle. Cet ancien du KGB, les services secrets soviétiques, regrette que la Crimée et le Donbass aient été rattachés à l'Ukraine quand elle faisait partie de l'URSS. 3 jours avant l'invasion de l'Ukraine, en février 2022, il rappelait les près de 7 siècles d'unité entre la Russie et l'Ukraine. Pour nous, l'Ukraine n'est pas un simple pays voisin, c'est une part inaliénable de notre histoire, de notre culture et de notre espace spirituel. Vladimir Poutine tient à garder l'Ukraine dans la sphère d'influence russe, et pour cela, il a choisi d'agresser un pays souverain et indépendant depuis plus de 30 ans. Mais il est évident que le rapprochement de l'Ukraine avec l'OTAN, et donc le fait de faire alliance avec les États-Unis, n'a pu que mettre de l'huile sur le feu. Les Russes ne voudront jamais que des bases américaines ou des soldats américains s'installent en Ukraine, comme c'est le cas dans presque tous les pays de l'OTAN. Rappelons qu'en 1962, l'installation des missiles russes à Cuba, à 150 km des frontières des États-Unis, a failli déclencher une guerre nucléaire entre les Américains et les Russes. Et on ne serait pas là aujourd'hui pour en parler. Les tensions ne se sont apaisées que quand la Russie a retiré ses missiles. Si vous avez aimé ce nouveau format, vous pouvez nous soutenir en likant et en partageant cette vidéo ou en nous faisant un petit don pour soutenir les prochaines.